Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'ai le plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Faire Nation, l'émission qui interroge ce qui nous relie et parfois ce qui nous divise. Aujourd'hui, j'aimerais que nous parlions de ces conflictualités qui traversent nos sociétés. Terrorisme, radicalisation, polarisation, autant de mots lourds, souvent flous, qui désignent des peurs diffuses mais bien réelles. Comment comprendre ces menaces? D'où viennent-elles? Comment nos sociétés répondent-elles ou s'y habituent-elles? Alors, pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir un observateur de longue date de ces phénomènes qui mêle analyse rigoureuse et souci de pédagogie. Bonjour Marc Ecker. Bonjour Rachid Azizi. Merci d'être avec nous. Merci de votre accueil. Alors, Marc Ecker, vous êtes directeur exécutif de l'Institut français des relations internationales, l'IFRI, et rédacteur en chef de la revue politique étrangère. Alors, vous avez publié La guerre de 20 ans, djihadisme et contre-terrorisme au XXIe siècle, avec Elie Tenenbaum aux éditions Robert Laffont en 2021, et vous venez de publier Daesh au pays des merveilles aux éditions Spinel en 2025. Alors Marc Ecker, j'aimerais que l'on comprenne la menace du djihadisme et de la polarisation. Alors ma première question, depuis 20 ans, nos sociétés vivent sous la menace terroriste. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur cette guerre de 20 ans? Oui, je pense qu'en fait, il faut revenir plus loin dans l'histoire. Alors, on ne va pas revenir aux anarchistes au XIXe siècle, même si souvent, quand on parle de la France, on en parle. Mais si on revient, mettons, aux années 70-80, on voit déjà que la société française faisait face à beaucoup de menaces terroristes. Et je mets ça au pluriel volontairement, parce qu'on a eu du terrorisme régionaliste, du terrorisme d'extrême gauche, Action directe, du terrorisme d'extrême droite, du terrorisme d'origine moyenne-orientale, lié notamment à la cause palestinienne, et puis ensuite du terrorisme lié au djihadisme en tant que tel, avec le débordement de la guerre civile algérienne sur le territoire français. Souvenez-vous de l'attentat de Saint-Michel, du détournement de l'avion sur l'aéroport de Marseille, etc. Et puis évidemment, beaucoup plus récemment, la mouvance djihadiste internationale avec Daesh. Donc c'est vrai que je comprends pourquoi vous avez dit 20 ans. Le 11 septembre 2001 a constitué un tournant pour le monde, pour les États-Unis, mais aussi pour les alliés des États-Unis. Et puis ensuite, cette menace djihadiste internationale, représentée en l'occurrence par Al-Qaïda, est arrivée en Europe avec les attentats de Madrid, de Londres, 2004 et 2005. Et la France a été épargnée pendant quelque temps, jusqu'en 2012, avec les attaques de Mohamed Merah à Toulouse et Montauban. Et puis ensuite, évidemment, toute cette campagne terroriste qui a marqué, qui a traumatisé et qui est liée au conflit en Syrie avec les attentats de 2015, 2016. Et puis cette campagne, en réalité, a duré. Mais vraiment, il faut se souvenir que ça a commencé avant. Je rappelle par exemple qu'en matière de lutte, l'unité de coordination de lutte antiterroriste, l'UCLAT, du ministère de l'Intérieur, a été créée en 1984, que la première loi antiterroriste en France date de 1986, que la centralisation des affaires liées au terrorisme en matière de justice date de 1986 aussi. La grande incrimination, l'association de malfaiteurs terroristes, ça date d'une loi de 1996. Donc on voit qu'il y a une longue histoire et que cette histoire se poursuit en réalité jusqu'à aujourd'hui et malheureusement n'est pas près de s'arrêter. Oui, alors effectivement, quand je parle de 20 ans, en fait, c'est peut-être ce qui a le plus impacté par rapport au traitement de l'information ou des médias sur la question du terrorisme. C'est peut-être cet aspect-là qui a peut-être Alors vous avez eu la gentillesse aussi de citer dans l'introduction le livre que j'ai coécrit avec Elie Tenenbaum, qui s'appelle La guerre de 20 ans. Et en fait, ce qu'on a voulu montrer dans ce livre, qui a pour borne chronologique 2001 et 2021, c'est quand même qu'il y a eu un cycle stratégique très spécifique qui a démarré avec le 11 septembre 2001 et la réplique américaine sous forme de guerre contre le terrorisme. Le concept était nouveau, guerre globale contre le terrorisme en plus. Et il a pris fin symboliquement au moins en 2021 avec le retrait des États-Unis d'Afghanistan dans le contexte que l'on connaît avec le retour au pouvoir des talibans. Donc cette idée de 20 ans, effectivement, a du sens, mais évidemment, la menace terroriste n'a pas commencé en 2001 et elle ne s'est pas terminée non plus en 2021. Bien entendu. Merci pour cette précision. Finalement, Marc Ecker, a-t-on vraiment tiré les leçons de cette séquence post-attentat? Qu'est-ce qui a changé dans notre rapport, notamment à la sécurité?
C'est compliqué de répondre à cette question qui est très vaste, mais peut-être que s'il fallait citer une leçon, c'est peut-être un peu trop fort, mais une évolution notable au niveau des autorités publiques sur la période des 10-15 dernières années, c'est qu'on est passé d'une logique vraiment sécuritaire de lutte contre le djihadisme, contre le terrorisme, Oui. à une logique plus sociétale de lutte contre l'islamisme et contre la radicalisation. En réalité, les autorités se sont rendues compte que quand on lutte contre le terrorisme, quand on essaye d'arriver à empêcher des attentats, en fait, c'est un peu trop tard parce qu'il y a quand même des individus qui vont réussir à passer à l'acte et il va y avoir des morts, il va y avoir des blessés, etc. Et donc l'idée, ça a été de prévenir, d'anticiper et de lutter contre les phénomènes qui peuvent conduire des personnes sur la voie de la radicalisation et ensuite l'évolution ou le basculement vers le passage à l'acte terroriste. Donc ça, c'est une évolution majeure. C'est une évolution qui parfois a été mal comprise, a pu être instrumentalisée. Les autorités publiques ont quand même essayé de bien expliquer qu'il fallait faire la différence entre djihadisme, islamisme et islam. Mais certaines organisations, certains individus ont contesté cela, ont essayé par des formes de discours un peu subversifs d'expliquer qu'en réalité l'amalgame était fait, que les autorités avaient une approche islamophobe. Et là aussi, il s'agit d'expliquer sans cesse, de montrer que la différence est bien faite et que les dispositifs qui sont adoptés, justement, sont suffisamment fins pour faire le distinguo. Évidemment, tout ça est compliqué dans un contexte politique et sociétal où il y a quand même une forte polarisation et où souvent le discours politique en fait va beaucoup plus loin en termes de surenchère que ce qui est véritablement dans les textes de loi. Une sorte d'interdépendance entre un discours, effectivement, un sentiment de stigmatisation et un discours politique qui essaie de s'adapter, en tout cas qui essaie de répondre à ces formes subversives que vous évoquiez à l'instant. Oui, et c'est parfois d'ailleurs un piège de toujours essayer de répondre, Oui. d'autant qu'il faut savoir comment répondre, par quel biais, sur quels médias, sous quelle forme, dans une ère aussi où on est dans l'ère des réseaux sociaux, avec des clashs permanents, avec des propos qui sont extraits, qui sont montés en épingle, et tout ça ne contribue pas à un débat serein et apaisé. Je comprends bien, on voit bien où vous voulez en venir. La menace terroriste à ce jour a-t-elle finalement évolué? Peut-on dire qu'elle s'est fragmentée? Quelles sont les formes actuelles de radicalisation? Parce qu'il y a aussi ce phénomène-là qui est parfois consubstantiel du terrorisme. Je ne suis pas en train de dire que tous les radicalisés sont des terroristes, mais il y a aussi derrière le terrorisme, le passage à l'acte, il y a aussi une forme de radicalisation. Vous pouvez nous expliquer un petit peu cette articulation? Oui, en fait, là, il y a plusieurs questions. Oui. Il y a eu effectivement une évolution de la menace terroriste ou des menaces terroristes. Oui. Il faut toujours rappeler aussi que le terrorisme et la radicalisation ne sont pas liés à une idéologie spécifique. Et quand on liste les menaces les plus fortes en France en ce moment, bon, c'est toujours le djihadisme qui arrive en premier, assez nettement, mais de plus en plus, il y a une menace d'ultra-droite également. Oui. Et il y a également eu, mais dans une bien moindre mesure, des personnes arrêtées liées plutôt à l'ultra-gauche et qui prévoyaient, projetaient des attaques. Donc il faut se souvenir effectivement qu'il y a des idéologies diverses et comme je le disais, historiquement, on a aussi eu du terrorisme régionaliste par exemple, qui n'a pas complètement disparu, même si on en parle beaucoup moins aujourd'hui. Et de manière plus prospective, on envisage aussi l'écoterrorisme par exemple, lié au dérèglement climatique et au fait que certains individus pourraient aussi se radicaliser et aller vers la violence. Donc une fois qu'on a rappelé ça, je reviens quand même au djihadisme qui est la menace la plus forte aujourd'hui et qui l'a été clairement sur les 20 dernières années. On a vu une évolution, on a vu notamment une évolution entre la période Al-Qaïda et la période Daesh, même si je suis gêné de présenter les choses de manière chronologique comme ça, parce qu'en réalité Al-Qaïda existe toujours. Et Al-Qaïda, en réalité, a fait preuve d'une résilience assez remarquable. Mais il y avait quand même des spécificités au moment de Daesh, notamment dans son appareil de propagande, qui a misé beaucoup sur les réseaux sociaux, extrêmement décentralisés, ce qui a permis à la menace de se diffuser très largement sur le territoire. Donc, si on revient encore plus en arrière dans les années 90, par exemple, à l'époque où on a eu ces attentats à Saint-Michel liés à la guerre civile en Algérie, etc., on se souvient qu'il y avait des grands pôles de radicalisation en France, on parlait de la région lyonnaise, la région parisienne, etc. Ce qui est frappant aujourd'hui, c'est que la carte de la radicalisation en France, c'est vraiment décentralisé. C'est-à-dire qu'il y a encore
certains pôles qui sont plus touchés que d'autres, mais ce qui est frappant, c'est qu'on a vraiment une diffusion sur tout le territoire, et y compris dans des zones semi-rurales, voire rurales. Oui, avec un terrorisme d'ailleurs qu'on a nommé low cost, là aussi avec des moyens qui sont utilisés par notamment des jeunes qui avaient assassiné le prêtre en pleine activité. Enfin, Oui, c'était à Saint-Étienne-du-Rouvray. oui, excusez-moi, Saint-Étienne-du-Rouvray, merci. Et justement, ça ne dit pas quelque chose de notre société par rapport justement à l'outil média qui peut être aussi un accélérateur ou en tout cas un élément qui favorise le passage à l'acte? Alors là aussi, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire, le Oui, terrorisme low cost, ça fait référence à un mode opératoire. oui. Et en fait, là, c'est pas nécessairement lié à Daesh, parce que Al-Qaïda avait déjà lancé Mhm, cette mode, entre guillemets. mhm, Et il y a un grand théoricien qui est souvent cité par rapport aussi à la décentralisation du terrorisme, qui est Abu Musab al-Souri, mhm. et qui, dans un gros ouvrage qui s'appelle L'Appel à la résistance islamique globale, avait théorisé la diffusion, la décentralisation maximale des cellules terroristes jusqu'à arriver à des cellules individuelles. Mhm. Et en fait, Al-Qaïda s'est rendu compte par la suite, et notamment Al-Qaïda dans la péninsule arabique, que lorsqu'on arrive à une forme de décentralisation maximale et que des individus seuls veulent passer à l'acte, si on vise des modes opératoires trop compliqués, les attentats vont échouer. D'accord. Et en fait, dès la fin de la première décennie des années 2000, Al-Qaïda dans la péninsule arabique avait diffusé via un magazine en ligne qui s'appelait Inspire Mhm, des modes opératoires low cost, en disant par exemple, voilà comment customiser un véhicule pour faire le plus oui. de morts quand vous Mhm, foncez sur une foule, mhm. et en prenant des attaques au couteau, des attaques simples. Donc là, vraiment, low cost, ça fait référence à ce mode opératoire. Et Daesh a repris cette notion-là, D'accord. et c'est vrai que ce terrorisme low cost s'est diffusé, avec en général moins de morts qu'un terrorisme qui peut être Oui. parfois plus sophistiqué. Évidemment, le terrorisme low cost d'un individu va faire beaucoup moins de morts que le 11 septembre 2001, qui est beaucoup plus sophistiqué et monté par un groupe. Mhm. Moins de morts aussi que le 13 novembre 2015, où Oui, les individus savent manier les kalachnikovs, les vestes exact. d'explosifs, etc. Mais ça terrorise, ce terrorisme low cost, parce qu'on a l'impression que n'importe qui peut passer à l'acte à n'importe quel moment, Oui, sur n'importe quel endroit du territoire. Et oui. donc il y a une insécurité et une peur qui se sont diffusées sur tout le territoire, et c'est ce que vise un groupe terroriste, hein. Il y a le mot terreur Oui, c'est ça. dans le terme terrorisme, et cette diffusion de la peur, c'est vrai qu'elle a été favorisée par cette décentralisation et cette multiplication Oui, de, entre guillemets, petits attentats low cost, peu létaux, mais d'accord. la répétition dans la stratégie djihadiste vise à saigner le corps social à petit feu. On voit bien pour le 13 novembre du multisite, des moyens, une coordination quand même assez efficace, si je puis dire. Et c'est vrai que tout ça a participé justement à ce que, et avec aussi ce sentiment, pardon, avec ce sentiment aussi que, et ce qui a d'ailleurs aussi dérouté les pouvoirs publics, enfin les autorités policières, sur, de toutes les façons, on veut mourir. On aime la mort comme vous aimez la vie. C'était un peu une reprise Oui, d'un slogan de Ben Laden, il me semble. absolument. Et ça dit quelque chose aussi sur nos modes opératoires. C'est-à-dire qu'on a dû s'adapter, nous-mêmes aussi en France, notamment sur le plan législatif et sur le plan même d'intervention des policiers avec un certain nombre de mesures. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire justement sur cette approche-là? Parce que ça a changé nos modes de fonctionnement, nos rapports, peut-être aussi la résilience aussi pour la société. Oui, alors là aussi, il y a beaucoup de questions en fait en Oui, oui, une. parce que je profite Et, que vous soyez là pour... mais il y a effectivement sur le temps long un oui, changement très notable. oui. Euh, Gérard Chaliand, qui vient de décéder, qui est un grand penseur et praticien de la lutte contre le terrorisme et de la contre-insurrection, euh, avait notamment popularisé une expression dans les années 70 qui était le terrorisme publicitaire. Il Mmh. montrait que les groupes palestiniens à l'époque se servaient du terrorisme pour promouvoir leur cause. Avec un exemple qui est souvent cité, qui est le détournement de 3 avions de ligne qui avaient été posés en Jordanie par Ouais. le commando, et ces 3 avions avaient fini par exploser, mais avant d'exploser, tous les passagers étaient sortis et les Mmh. caméras du monde entier avaient été invitées à filmer cet événement. Oui. Et c'était une manière effectivement de diffuser Mmh. une cause. Euh, on avait aussi l'idée à l'époque que le terrorisme pouvait être un moyen de négocier. Mmh.
Et en fait, pour moi, cet exemple des avions qui ont été vidés de leurs occupants avant l'explosion est saisissant si on le compare au 11 septembre 2001, où les avions ont été projetés sur les tours avec les passagers et tuant également de nombreuses personnes dans les tours. Et on est passé à une autre logique, en fait. C'était plus la dimension publicitaire, propagande par le fait, était quand même toujours présente, mais on n'était plus dans la négociation. On a eu du mal à comprendre ce qui se passait. À l'époque, certains ont parlé de terrorisme nihiliste, de choc des civilisations. 20 ans, 25 ans plus tard, on voit effectivement qu'il y a eu ce changement et les modes opératoires ont effectivement dû s'adapter. C'est-à-dire que quand une négociation s'engage, en réalité, les négociateurs comprennent bien que l'issue, ça risque fortement d'être un assaut et la mort des personnes impliquées parce que ces personnes veulent mourir. Et effectivement, c'est conceptualisé. C'est ça. C'est conceptualisé avec l'idée du martyr et puis même avec d'autres termes qui sont employés pour désigner les personnes qui ne commettent pas un attentat suicide en tant que tel, mais qui vont devant, par-delà les lignes ennemies et qui en fait suscitent une réponse armée qui va les tuer. Et effectivement, ces changements ont obligé les autorités à s'adapter, à repenser certains modes opératoires. Et notamment sur les interventions de police. On l'a vu notamment ce qui s'était passé à, je ne me souviens plus, la ville, le couple de policiers à Magnanville, où effectivement la logique c'était quand même de tuer ce couple de fonctionnaires de police devant leur enfant de 3 ans et demi, alors que jusqu'à présent la police n'avait jamais été confrontée à ce type d'agression, aussi terrible soit-elle. Et en le diffusant sur les réseaux sociaux en direct, ce qui là aussi est nouveau, c'est l'idée vraiment là de diffusion de la terreur. C'est ça, c'est vraiment la terreur dans son sens le plus... Alors, justement, le contre-discours fonctionne-t-il aujourd'hui, selon vous? Ou est-on face à un phénomène d'adhésion qui échappe à la seule raison? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement sur ce contre-discours dont on nous parle parfois pour lutter contre... Le contre-discours, c'était une notion qui était très à la mode il y a une dizaine d'années, qui l'est moins aujourd'hui. Et en même temps, je pense qu'il ne faut pas abandonner cette idée, parce qu'on est quand même sur un combat d'idées. Il y a une lutte idéologique, et il y a des choses inacceptables qu'il faut pouvoir dénoncer, et il y a des mécanismes intellectuels, souvent fallacieux, qui sont présentés, qu'il faut pouvoir démonter. Alors, ce qu'on a vu, c'est que le contre-discours étatique, qui est étiqueté bleu, blanc, rouge pour ce qui est de la France, ne fonctionne généralement pas bien, parce que c'est présenté assez facilement par les organisations terroristes comme de la propagande étatique. C'est ça. Voilà. Et ça ne prend pas. En revanche, enfin, en tout cas, ça ne va pas impacter les personnes qui sont déjà un petit peu dans ces mouvances-là, en phase de radicalisation. Ça peut quand même être utile pour faire certains rappels à la loi, pour un public plus large, ou pour diffuser certaines informations. Par exemple, le fameux numéro vert qui a permis de signaler des cas de radicalisation, d'amis, de familles, de proches, de personnes qu'on connaît, etc. Donc ça a été promu par exemple par Stop Djihadisme à l'époque. Mais la question qu'on peut se poser en fait sur le contre-discours, c'est quel est d'abord le bon message, ensuite quel est le bon messager, et puis quels outils pour bien diffuser le message et toucher les bonnes audiences. J'aimerais rajouter un point, j'en profite parce que c'est une émission pour la mosquée de Paris, qui est que je pense qu'il y a eu un malentendu assez fondamental il y a une dizaine d'années entre les autorités, une partie de la société et puis les communautés musulmanes en France ou françaises à ce sujet-là. Et notamment, il y avait l'idée du « mais pourquoi vous nous demandez de condamner En réalité, on n'a rien à voir avec ça, ce sont des terroristes, ça n'a rien à voir avec l'islam, etc. » La propagande djihadiste elle-même contenait par dizaines, par centaines, par milliers des références religieuses, des citations de versets du Coran, des citations de hadiths. Et ça, il est clair que les autorités publiques ne pouvaient pas aller sur le terrain du contre-discours religieux. Et ce qui était et pour les raisons de laïcité évidemment, mais aussi pour des raisons de compétence pure. Et les experts qui ont pu être réunis parfois pour tenter d'aider sur le contre-discours, souvent n'étaient pas capables non plus de contrer ces arguments religieux. J'ai en tête notamment dans les web magazines de Daesh après les attentats du 13 novembre 2015 et puis du 14 juillet 2016 à Nice,
des articles qui ont été rédigés, qui s'appelaient Attentats sur la voie prophétique, et qui étaient des justifications religieuses de ces attentats, qui mélangeaient les différentes écoles de jurisprudence islamique. Ce n'était vraiment pas que l'école Hanbalite qui était citée, c'était un mélange. Et là, ce qui aurait été extrêmement utile, ça aurait été une mobilisation de certains intellectuels des communautés musulmanes françaises ou ailleurs pour tenter de démonter ces discours-là en mettant en avant d'autres références, en montrant que ce discours qui, dans le fond, en quelque sorte, tentait de mettre la main sur la représentation de l'islam, parce que Daesh disait, mais bien sûr, nous représentons les musulmans, expliquer que ces arguments-là, en réalité, étaient très largement fallacieux. Je dirais, pour prendre justement pas la défense, en tout cas pour exprimer au nom de la Grande Mosquée de Paris, que je sais que nous savons tous que le recteur de la Grande Mosquée de Paris, Shamseddine Hafiz, a beaucoup travaillé sur ces questions-là pour qu'il y ait un discours le plus limpide, le plus fluide possible et le plus transparent aussi sur l'interprétation que certains pourraient, au travers de propagande, pourraient diffuser. Donc je pense, et en tout cas il s'est souvent exprimé au travers de livres, d'ouvrages, et c'est vrai que c'est une question qui est très lancinante parce qu'elle revient régulièrement et parfois il y a des personnes qui se sentent concernées et qui sont dans une logique de victimisation qui parfois aussi, on peut comprendre aussi leur état, mais effectivement tout le monde doit mettre la main à la pâte et je comprends tout à fait votre Et quand vous avez dit par le biais de livres, là on en revient à la question du bon outil pour faire passer le message. Et ce qui était frappant à l'époque de Daesh, c'était la capacité de cette organisation à s'adapter au monde numérique et à évoluer très très vite, à passer du web 1.0 au web 2.0, les réseaux sociaux, au web 3.0, 4.0, etc., à aller sur des applications chiffrées de messagerie, utiliser des canaux assez efficaces et permettant de toucher un large public, notamment parmi les jeunes. C'est sûr qu'ils se sont adaptés avec la technologie moderne et les moyens médias, effectivement, et on l'a vu notamment au procès du 13 novembre, c'est assez flagrant. Alors, selon vous, Marc Hecker, à quel moment bascule-t-on de la radicalité, au passage à l'acte? Comment y a-t-il une bascule déjà? Il est extrêmement difficile de répondre à cette question. C'est-à-dire que si on arrivait à répondre à cette question, en réalité, on pourrait éviter une bonne partie des attentats. Ce qui est frappant, notamment du point de vue, on va dire, administratif, de la manière de lutter, c'est que on a en fait eu une approche qui consistait à détecter la radicalisation. D'abord à la prévenir, mais si ça arrivait déjà à la détecter, ensuite à la traiter. Par des signes. Et on est arrivé, donc il y a des bases de données qui ont été créées. Il y a un fichier en particulier qui a beaucoup fait parler, qui est le fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste, le FSPRT. Et en fait, on s'est retrouvé avec des milliers de personnes fichées. Et toute la difficulté était justement qu'on n'a jamais réussi à identifier les critères qui, à coup sûr, pouvaient permettre de dire, parmi ces milliers de personnes, ce sont ces quelques centaines qui, en réalité, vont passer à l'acte. Si on avait réussi à faire ça, mais c'est peut-être de la science-fiction, c'est Minority Report, ce film hollywoodien qui avait eu du succès. Si on avait réussi à faire ça, effectivement, on aurait empêché de nombreux attentats. Ou peut-être que l'intelligence artificielle nous aidera peut-être dans un avenir à créer une sorte d'algorithme qui... Il y a déjà eu des tentatives. Pour le moment, ça n'a pas porté ses fruits. On verra. On est quand même sur... en réalité, le terme est peut-être pas bon, mais vraiment de la matière, du matériau humain. Et dans toute sa complexité, avec des personnes, même s'il n'y a pas de profil type, mais il y a des grandes tendances qui ont pu être identifiées, mais il y a toujours des cas différents. Et vraiment, pour le moment, on n'a pas trouvé d'outils prédictifs fiables. Mais en tout cas, merci pour cette réponse. Selon vous, comment peut-on lutter contre l'extrémisme sans affaiblir nos libertés ? C'est une grande question également, et c'est très compliqué, et ça a fait l'objet de très nombreux débats qui sont nécessaires dans une démocratie libérale. Mais ce qui est vrai, c'est que le curseur a bougé ces 10 dernières années. Il y a eu une accumulation de lois, on a eu une période de 2015 à 2017 où on a vécu sous l'état d'urgence, et en sortie d'état d'urgence, il y a en réalité un certain nombre de dispositions de l'état d'urgence qui ont été reprises avec quand même des adaptations et des atténuations dans, entre guillemets, le droit commun, avec une loi qui s'appelle la loi SILT, Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme, qui date de l'automne 2017.
il y a des contre-pouvoirs en France quand même. Il faut Oui. aussi se rassurer là-dessus. Déjà, on a encore une société civile qui est vive, avec des associations qui Mmh. alertent, avec des structures comme la Commission nationale consultative des droits de l'homme qui a fait des rapports sur le sujet. Et puis ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a eu des censures du Conseil constitutionnel de certaines dispositions législatives. Par exemple, sur la consultation sur Internet des contenus terroristes, le Conseil constitutionnel a estimé que les dispositions législatives qui par 2 fois ont été introduites par des députés allaient trop loin, étaient anticonstitutionnelles, et donc ça a été censuré. Donc c'est quelque part une certaine garantie de notre démocratie, en tout cas de notre système démocratique. Mais il faut toujours être vigilant et le curseur bouge sans cesse. Oui, Donc c'est quand même une préoccupation qu'il faut avoir à l'esprit. Et puis il faut aussi garder en tête que certaines propositions qui sont faites, au-delà de cet aspect, j'allais dire un peu moral, oui. quasiment Mmh, relatif mmh, à l'éthos démocratique, mmh. il y a aussi des préoccupations qui sont de nature stratégique. C'est-à-dire certaines propositions en fait qui sont lancées par des députés, souvent des extrêmes, Oui, risqueraient d'avoir des effets contre-productifs. c'est ça. À long terme ou à moyen terme, enfin à long Oui, moyen et terme. Mmh. de potentiellement faciliter le basculement de certains individus et de les pousser vers la Puisque radicalisation. le principe même du terrorisme ou du terroriste, c'est justement de déstabiliser, l'État, en tout cas toutes ces structures, et ça on voit bien ce que ça peut produire et justement notamment la peur et justement la peur peut-elle, devenir un levier politique justement? Je pense que oui. Oui, Et au-delà du levier qui laisse tout de suite penser que c'est instrumentalisé, oui, ce qui est sans doute le cas par certains acteurs, mais au-delà de ça, je crois qu'il y a des choses très profondes qui se jouent quand les personnes, quand les citoyens ont peur oui. et sont terrorisés. Mais le Quand politique ne peut pas tout non plus. C'est un le politique peu ne peut pas tout. Alors mmh, ça, c'est un point très important. C'est-à-dire que je crois qu'à certains égards, sur cette période, on a atteint les limites de l'ingénierie politique et c'est qu'en ça. un sens, il est plus simple de lutter contre le terrorisme, contre des menaces sécuritaires clairement identifiées, que de lutter contre la radicalisation. Ah ça c'est intéressant. Et pour moi, il y a un lien très clair avec le titre de cette émission, parce que dans le fond, la question vraiment essentielle, c'est comment faire nation. Parce que Daesh, Al-Qaïda et d'autres groupes ont pour objectif de détruire la nation. De défaire la nation. Et là aussi, il y a une évolution sur le long cours intéressant, parce que certains groupes, il y a 30 ans, 40 ans, visaient les intérêts nationaux. On disait Oui, souvent ça, on cible nos intérêts oui. nationaux. Mais pour Daesh, ça allait beaucoup plus loin. C'était la nation qui, en tant que telle, était visée, avec la volonté de la faire éclater, de créer une sorte de chaos. Et ça a été théorisé aussi. Hein, il y a un ouvrage qui s'appelle La gestion de la barbarie qui est souvent mis en avant, qui en fait précède assez largement la période de Daesh, mais quand Oui, on le relie à l'aune de ce qu'a été Daesh, on a vraiment l'impression que ça les a inspirés. Et ce que dit cet ouvrage, c'est que la terreur, les actions d'une brutalité extrême doivent détruire l'ordre en place, qui est considéré comme oui, un ordre impie. oui, Et en fait, les populations vont être usées par la multiplication des violences et à un moment donné vont juste vouloir un nouvel ordre. Et ce nouvel ordre va être celui proposé par des organisations comme Daesh, qui a le mérite d'être clair parce que les normes proposées sont dans des textes sacrés. très bien, oui. Et ensuite, eux vont les appliquer vraiment à la lettre. Et ils refusent évidemment toute interprétation et remise en cause Mmh. d'une interprétation vraiment littérale. Et bon, on sent bien que la volonté de ces organisations, c'est de détruire la société telle qu'elle existe, la nation telle qu'elle existe, de polariser au maximum, de diviser. Et tout l'enjeu pour lutter, pour faire face, eh bien, c'est de faire nation. Mais ça se décrète pas. Les autorités ne peuvent pas dire faisons nation. Enfin, elles Mmh. peuvent le dire, Mmh mh, mais mmh. ça risque d'avoir peu d'effet. Et en fait, chacun a une responsabilité là-dedans. Faire nation, c'est vraiment la responsabilité de chaque personne. Il faut aussi remettre en avant le rôle des associations, des corps intermédiaires, mais au-delà de ça, vraiment de chaque individu. C'est ça. Et ça, encore une fois, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais je pense qu'il est important d'avoir ça en tête, surtout en France où on a souvent tendance à attendre tout de l'État. Mmh mh. Faire nation, on ne peut pas l'attendre de l'État.
C'est un peu dans l'esprit qu'a été créée justement cette émission Faire Nation. C'est vraiment cette idée de faire le pas de côté, de parler de sujets qui peuvent nous intéresser pour nous impliquer tous. On a tous notre responsabilité en tant que citoyens. Nous appartenons tous, nous sommes tous une composante de cette nation. Alors, vous évoquez souvent l'importance de la lucidité sans renoncement. Alors moi, j'aimerais bien que vous nous disiez qu'est-ce que cela implique concrètement. On serait un peu long de développer Oui, tout ça, mais il faut d'abord être lucide par rapport à l'état de la menace. Ça, c'est un point ouais. très important, parce que je crois qu'il y a eu deux écueils sur ces 25 dernières années. Il y a eu des périodes où la menace a vraiment été sous-estimée. Et là, il faut être lucide et ne pas sous-estimer Mhm. la menace, pour pouvoir donc avoir une analyse aussi objective que possible et dépassionnée. Ce qui est compliqué, surtout quand le contexte politique, médiatique, sociétal pousse Oui, au clash, à la surenchère, etc. Mais il est vraiment crucial d'y arriver. Le deuxième élément, le deuxième écueil, c'est la surévaluation de la menace. mhm. Si on la surévalue, il risque d'y avoir une surréaction. Et c'est précisément ce que cherchent les organisations terroristes. Elles recherchent la surréaction. Elles recherchent la surréaction des autorités. Le rêve de Daesh, ce serait qu'il y ait vraiment une politique islamophobe mise en place en France. C'est ça. Parce que ça C'est ça. pousserait un nombre probablement assez important d'individus à se radicaliser. Mhm. Et puis, ils recherchent aussi la radicalisation et la surréaction, pardon, d'une autre partie de la société civile. Là, je pense en particulier à l'ultra-droite. Parce que là aussi, c'est un des rêves de Daesh. Ce serait des attentats d'ultra-droite contre les populations musulmanes en France qui entraîneraient des dynamiques qu'on aurait beaucoup de mal à C'est ça. maîtriser et peut-être des réactions de violence en chaîne. Donc ça, il faut vraiment se prémunir de ces deux écueils et ça suppose de la lucidité, du sang-froid. Il y a d'autres aspects que je pourrais développer sur la lucidité, mais peut-être qu'on est déjà trop long. Je trouve que c'est déjà très intéressant ce que vous dites, d'autant que j'ai une question, une dernière question, mais naturellement, je vous laisse y répondre. C'est, peut-on encore espérer désamorcer ces radicalités, selon vous, ou faut-il apprendre à vivre avec? En d'autres termes, est-ce qu'on ne doit pas utiliser l'outil résilience comme un élément je dirais, ça fait partie de notre vie au quotidien. Est-ce qu'on ne doit pas utiliser cet outil-là au quotidien ou est-ce qu'on doit être, ce que vous vous laissiez entendre à l'instant, être plus lucide que ça et vraiment mettre la main à la pâte en faisant nation? Oui, je crois que la lutte contre la radicalisation et contre le terrorisme, mais surtout la radicalisation, c'est un travail de Sisyphe, hein, vraiment. Oui. Et il est sans doute illusoire de vouloir éradiquer Hmm. complètement certaines mouvances qui ont montré leur résilience idéologique en particulier, qui par ailleurs réussissent à toucher de nouvelles générations, il y a un renouvellement générationnel, et puis bénéficient aussi des évolutions contextuelles. C'est ça. Certains événements géopolitiques ont un impact sur les dynamiques de radicalisation. Et donc vouloir tout éradiquer, supprimer, comme parfois les politiques le disent de manière un peu bravache, c'est probablement illusoire. Même si, historiquement, on a quand même vu des groupes terroristes et certaines mouvances plus ou moins disparaître, mais ça peut Mhm. prendre longtemps. La queue de Mhm. comète peut Mhm. être longue. Mhm. Et puis, il peut y avoir des phénomènes aussi de reprise, Oui, de remontée en puissance. Donc, il faut toujours être méfiant et garder un œil précisément sur l'évolution de la menace. et être lucide. Et être lucide. Donc, vivre avec, effectivement, il faut sans doute apprendre à vivre avec, mais là, sans renoncement. Parce que vous me posiez Sans la question, renoncement. il faut toujours essayer de réduire au maximum quand même ces menaces, et puis essayer d'arriver à l'asymptote, quoi, proche de zéro. C'est ça. C'est difficile. Si on disait on veut éliminer complètement la criminalité, on comprendrait tout de suite que c'est impossible. Oui, c'est ça. Hmm. Mais on ne peut pas non plus se satisfaire de la comparaison parce que le terrorisme, évidemment, a une dimension autre, une dimension politique, sociétale, et puis C'est ça. a également des résonances très fortes quand il y a des attentats et des morts. C'est tragique, et évidemment, l'objectif et le devoir même des autorités, c'est d'empêcher cela. Et on l'a bien vu avec les derniers attentats qui ont plus que marqué la France, le monde entier. Merci beaucoup, Marc Ecker, vraiment, pour cet éclairage dense et sans concession sur ces conflictualités qui travaillent nos sociétés. Je rappelle que vous êtes l'auteur notamment de La guerre de 20 ans, djihadisme et contre-terrorisme au XXIe siècle, avec Elie Tenenbaum, paru en 2021 à Robert Laffont, et Daesh au pays des merveilles aux éditions Spinel, paru cette année. Alors,
Faire nation, c'est aussi cela, ne pas fuir les tensions, mais apprendre à les regarder en face pour mieux les désamorcer. Merci à vous toutes et à vous tous pour votre fidélité. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode de Nouvelles Voix et toujours la même envie, comprendre ensemble ce qui nous relie. Et d'ici là, prenez soin de vous. Merci. Merci.